Je suis ergothérapeute de formation, doctorante finissante à l'Université de Montréal au programme des sciences de la réadaptation. Merci énormément de l'invitation. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je remercie Société Inclusive d'y avoir fait une belle place pour ce forum annuel. Mon doctorat, je le réalise sous la direction de professeur Carolina Bottari et la recherche que je vais vous présenter a été bien sûr approuvée par les comités d'éthique de la recherche et a été réalisée au CRIR. À titre de vidéo description, j'ai la peau blanche, j'ai les cheveux longs bruns et je porte un haut noir et je vous parle en direct de chez moi aujourd'hui derrière mon écran d'ordinateur. À l'issue de mes travaux de doctorat, il y a 4 constats généraux que je voulais dresser aujourd'hui afin de vous introduire au sujet de la parentalité et du handicap. En fait, au cours de mon doctorat, on a réalisé 4 projets de recherche, 2 qui étaient des revues de littérature. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire une synthèse des connaissances sur le sujet de la parentalité et du handicap. Puis, en fait, on a fait également 2 autres recherches où on a recueilli des données empiriques. Donc là, ici, c'était des recherches qualitatives. Donc, à l'issue de nos travaux, en fait, premier constat qu'on est à même de dégager, c'est que les parents qui ont une déficience physique identifient dans la littérature des besoins non répondus qui concernent leurs occupations avec leurs jeunes enfants. En ce qui concerne maintenant les évaluations qu'on utilise auprès de ces parents-là, eh bien, on s'aperçoit encore une fois dans la littérature scientifique que souvent ces évaluations-là vont tenir peu compte de leur réalité spécifique et familiale. Maintenant, quand on a interrogé diverses parties prenantes, et c'est sur ce projet-là que je vais insister particulièrement pour le temps qui m'est alloué aujourd'hui, diverses parties prenantes nous rapportent un manque de services criants pour soutenir ces familles. Et finalement, nos observations qu'on a menées auprès des parents et de leurs bébés particulièrement à domicile illustrent encore une fois des besoins d'aide différents. Donc, si ce sont des constats qui vous intéressent, il y a un rapport scientifique qui va suivre sous peu. Également, des publications scientifiques qui sont déjà publiées ou qui vont paraître sous peu. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller si ça vous intéresse. Maintenant, le projet sur lequel je voulais particulièrement insister aujourd'hui s'intitule « Quel service? Perception de parties prenantes sur les besoins de soutien de parents qui ont une déficience neurologique ». C'est un projet qu'on a réalisé avec plusieurs collaborateurs, avec l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, le CRIR. On avait également des partenaires cliniques et communautaires, notamment la clinique Parents Plus du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, l'organisme Execo également. Comme vous vous en doutez, j'ai été soutenue par des bourses, dont Société Inclusive, pour pouvoir m'investir dans mon doctorat à temps plein. Également, on a été chanceux d'obtenir du financement de l'Office des personnes handicapées du Québec et du Report. Donc, c'est des résultats que je vais vous présenter de ce projet-là aujourd'hui. En guise d'entrée en matière, en fait, on a un manque malheureusement de statistiques québécoises sur la situation, mais toujours est-il qu'au niveau des statistiques recueillies au pays, on sait qu'environ 17% des femmes qui sont en âge de procréer ont des incapacités. Et les statistiques récentes démontrent également que les taux de grossesse de femmes avec ou sans incapacité sont de nos jours similaires. Et maintenant, quand on regarde les quelques études populationnelles disponibles, on s'aperçoit que parmi ces groupes-là, bien, les adultes qui ont une déficience physique et particulièrement une déficience neurologique, bien, font partie des groupes les plus nombreux. Maintenant, je pense que plusieurs d'entre vous seraient d'accord que la parentalité en soi, elle est exigeante et particulièrement durant la petite enfance. Maintenant, il y a de la recherche qui met en lumière que la parentalité en situation de handicap, elle, peut être plus difficile lorsque les parents n'ont pas le soutien nécessaire. Il y a également quelques recherches à l'international qui se sont penchées spécifiquement sur la réadaptation qui est offerte à ces parents-là et leur constat à eux, c'est que les services sont rarement axés sur le rôle de parent. Puis finalement, il y a d'autres recherches qui mettent en lumière que les politiques publiques prennent rarement en considération les parents en situation de handicap, par exemple au sein de leur politique publique dédiée à la famille.
Donc, on voulait en fait savoir qu'en est-il maintenant au Québec? Est-ce qu'on est à même d'avoir un peu ces constats similaires ou est-ce que la situation elle est différente? Donc, nos objectifs avec ce projet-ci, c'était d'explorer les besoins des parents qui ont une déficience neurologique et des enfants d'âge préscolaire, d'explorer les services et les ressources disponibles ou non disponibles pour ces familles et finalement d'explorer des solutions potentielles pour optimiser les services et enfin mieux répondre à leurs besoins. Donc, pour ce faire, on a réalisé une recherche qualitative qu'on dit exploratoire. On a été interroger 5 groupes de participants, soit des parents, bien sûr, des proches, des cliniciens en réadaptation, des organismes communautaires, puis également des chercheurs en parentalité pour un total de 35 participants. Ces participants-là, en fait, ont participé à notre recherche au moyen de groupes de discussion focalisés et d'entrevues semi-structurées. Toutes nos données ont été enregistrées, transcrites verbatim, puis analysées thématiquement. Et on est à même de nos données, en fait, se dégagent 5 thèmes principaux que je vais décliner là, dans les diapositives suivantes. Donc, le premier thème qui se dégage de nos données concerne la reconnaissance sociale et la sensibilisation du public. En fait, les participants de notre recherche identifient un manque de reconnaissance sociale des parents et invitent à sensibiliser le public au handicap et à la parentalité. Par exemple, cette organisatrice communautaire nous a partagé: il faut normaliser le handicap dans la société, il faut parler du handicap. Il faut montrer que les personnes en situation de handicap sont là, qu'elles existent, qu'elles évoluent, parler de leur sexualité, parler du fait qu'elles peuvent être parents, qu'elles peuvent travailler, tout ça. Donc, je pense que ça rejoint les propos de Marjorie ce matin également. Notre deuxième thème, lui, met en lumière les programmes et les politiques publiques de soutien. Donc, ici, nos participants, en fait, identifient que les programmes et politiques actuels sont peu inclusifs des besoins des parents et nous rapportent également un manque de soutien financier perçu. En guise de solution potentielle, les participants invitent à reconnaître davantage l'existence même de la parentalité en situation de handicap dans les politiques publiques et pourquoi pas mettre en place un programme d'allocation et de financement pour les parents. Une autre organisatrice communautaire au cours de notre recherche nous a dit: dans les programmes et les services que le gouvernement développe, il n'y a rien autour du parent en situation de handicap. Il y a beaucoup de services de soutien pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, mais on ne pense pas que ces enfants en situation de handicap, un jour, ils vont devenir parents, puis ils auront besoin de services. Notre troisième thème, lui, était beaucoup plus spécifique en ce qui concerne les programmes cliniques. Donc, ici, les participants nous ont mentionné, par exemple, un manque de services spécifiquement dédiés aux parents, nous rapportaient qu'il y avait une discontinuité entre les différents services, par exemple, entre les services offerts aux adultes et aux enfants. Et certains participants se disaient également stigmatisés ou percevaient un manque de connaissances sur la parentalité et le handicap de la part de leurs intervenants. En guise de solution, certains ont mentionné pourquoi pas prévoir un continuum de soins ou de suivi qui serait à long terme avec un soutien clinique individualisé et coordonné et fournir une formation formelle sur la parentalité aux intervenants. Ici, les propos d'un père sont particulièrement évocateurs. J'ai encore accès à des services de réadaptation, mais je veux dire, à peu près rien n'est axé sur le rôle parental pour m'aider, puis avoir toute l'indépendance que je voudrais avoir avec les enfants. Donc, je dirais, quel service? Je veux être un père à part entière, je veux avoir mon rôle, je veux être capable de prendre part aux soins des enfants et pas juste dire, c'est ma conjointe qui va s'en occuper. Pour notre quatrième thème, ici, ce qui était mis en lumière, c'était vraiment le soutien à la parentalité qui serait axé à la fois sur le développement de l'enfant, mais aussi le bien-être de la famille en général. Vous vous en doutez, malheureusement, les participants nommaient un manque de soutien familial et suggéraient d'aligner le soutien à la fois aux enfants et aux parents, mais aussi de développer des nouveaux services et des ressources en fonction des besoins de ces familles. Par exemple, une conjointe nous a dit:
Quand mon conjoint est sorti de l'hôpital, j'avais demandé de l'aide psychologique aussi pour mes enfants, parce que mes enfants ont connu un papa qui marche. Mais comme ils sont en âge préscolaire, ce que je me suis fait dire, c'est qu'ils vont avoir très peu de souvenirs en vieillissant de leur père qui marchait avant. Ma fille, on le voit, elle a des traumatismes par rapport à ça. En âge préscolaire, il n'y en a pas d'aide. Je trouve qu'il manque d'encadrement, il manque quelque chose. Et finalement, le dernier terme issu de nos données concerne une parentalité sans obstacle dans la communauté. Donc, bien sûr, les enjeux qui touchent les personnes en situation de handicap touchent aussi les parents, comme par exemple l'inaccessibilité physique des ressources, des bâtiments, des services. Les participants nous rapportaient aussi, par exemple, des enjeux avec l'utilisation du transport adapté pour eux et leurs enfants. Et en guise de solution, on suggère de rendre les services et ressources physiquement accessibles aux parents et d'adapter les services de transport adaptés aux besoins des parents. Donc, encore une fois, l'organisatrice communautaire ici nomme toutes les lacunes en matière d'accessibilité au plan physique ou architectural, on les retrouve quand tu es parent. Elle illustrait son propos de manière un peu sarcastique en disant « Bonne chance pour trouver un centre de la petite enfance qui est accessible avec un critère accessible au fauteuil roulant. Commence ta recherche quand tu as 20 ans ou peut-être même 5 ans avant ta grossesse pour en trouver un. » Donc, à l'issue de ce projet, en fait, j'espère que vous voyez qu'il est important de répondre aux besoins de ces familles en proposant des solutions qui comblent les lacunes perçues. Soutenir ces familles-là, ça a plusieurs considérations sociales, politiques, cliniques, familiales et communautaires. Et les soutiens offerts devraient être interdisciplinaires, préventifs et pensés sur le long terme et non seulement pour répondre à un besoin immédiat et ponctuel. Si c'est un sujet qui vous a interpellé, bien, je vous invite à notre table ronde qui sera tout juste avant 11 heures tout à l'heure avec nos invités remarquables, donc Coralie Mercera, Janou Radia et Marjorie Onos. Je vous remercie énormément de votre attention, puis je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions.